Le 4 décembre 1872, à 13 heures précises, le brig goélette britannique Dei Gratia fend les vagues de l'Atlantique Nord, à mi-chemin entre les Açores et le Portugal. Le capitaine David Moorhouse, un marin expérimenté de 39 ans qui a navigué ces eaux depuis son adolescence, scrute l'horizon avec sa longue vue. La mer est calme, presque trop calme pour la saison, et un soleil pâle perce les nuages bas. Soudain, il aperçoit une voile au loin. Un navire qui tangue mollement, sans direction apparente, comme un jouet abandonné dans une baignoire. Moorhouse fronce les sourcils. Les voiles sont partiellement carguées, mais pas complètement, et le bâtiment dérive sans but. Il ordonne à son second de mettre le cap dessus. À mesure qu'ils approchent, le nom devient lisible sur la proue. Mary Celeste. Moorhouse connaît ce brigantin américain. Il a dîné avec son capitaine, Benjamin Briggs, à New York, seulement un mois plus tôt. Ils ont partagé un verre de rhum et parlé de leur famille. Briggs voyageait avec sa femme Sarah et leur petite-fille Sophia, âgée de 2 ans, à bord 8 marins expérimentés. 10 âmes en tout, mais là, sur le pont du Mary Celeste, il n'y a personne. Pas un mouvement, pas un cri, juste le grincement des mâts et le clapotis des vagues contre la coque. Moorhouse sent un frisson lui remonter l'échine. Ce qu'il découvrira dans les heures suivantes deviendra l'un des plus grands mystères de l'histoire maritime. C'est un énigme qui hantera les océans pendant 150 ans et forcera les Marines du monde entier à repenser la sécurité en mer. Mais pour comprendre l'ampleur de cette disparition, il faut d'abord remonter à New York, au début du mois de novembre, quand le Mary Celeste a levé l'ancre pour un voyage qui devait être banal. Le Mary Celeste n'est pas un vaisseau maudit, du moins pas au départ. Construit en 1861 sous le nom d'Amazon, au chantier Spencer de Nova Scotia, il mesure 31 mètres de long, jauge 300 tonneaux et porte une réputation solide. Rebaptisé Mary Celeste en 1868, après plusieurs propriétaires, il est racheté en 1872 par un consortium américain dirigé par James Winchester. Le capitaine Benjamin Spooner Briggs, 37 ans, est choisi pour le commander. Briggs n'est pas un novice. Fils de marin, frère de marin, il a navigué depuis l'âge de 16 ans. Il est méthodique, pieux et connu pour sa tempérance. Pas d'alcool à bord, jamais. Sa femme, Sarah, 29 ans, est une pianiste accomplie qui a abandonné une carrière prometteuse pour l'accompagner en mer. Leur fille, Sophia, avec ses boucles blondes et son rire cristallin, est le rayon de soleil de l'équipage. Les 8 marins, Albert Richardson, Andrew Gilling, Edward Head, William Head, Buzz Lorenzen, Ariane Martens, Gottlieb Gutschad et James Anderson, sont tous des professionnels chevronnés, sélectionnés personnellement par Briggs. La cargaison, 1700 barils d'alcool dénaturé, destinés à Gênes, en Italie. Un frais banal mais lucratif. Le 5 novembre 1872, le Mary Celeste quitte le Pier 50 de l'East River sous un ciel gris. Sarah joue un air de Chopin sur le petit piano du carré des officiers. Sophia court sur le pont poursuivie par son père. Les marins chantent un chantis en hissant les voiles. Personne n'imagine que 29 jours plus tard, ce navire deviendra un fantôme errant. Les premiers jours de la traversée sont paisibles. Le journal de bord de Briggs, retrouvé intact, relate une navigation sans histoire. Le 7 novembre, vent frais, mer belle. Le 10, Sophia a vu des dauphins. Le 15, cargaison bien arrimée. Mais à partir du 20 novembre, le temps se gâte. Une dépression venue de l'ouest apporte des pluies torrentielles et des vents violents. Le 24 novembre, Briggs note, pompe de cale actionnée 2 fois. Le 25 novembre, à 8 heures du matin, est la dernière entrée. À 37 degrés N, 25 degrés W, vent d'ouest fort. Mer agitée. Tout va bien. Ensuite, silence. Pas une ligne de plus. Pas une trace de panique. Le journal est posé ouvert sur la table du carré, un stylo à côté, comme si Briggs allait revenir d'une seconde à l'autre. Ce qui s'est passé entre cette entrée et l'abordage par le Dei Gratia reste un vide que des générations d'enquêteurs, d'historiens et de romanciers ont tenté de combler. Mais la clé du mystère ne réside pas dans les théories farfelues, pieuvres géantes, pirates, ovnis, qui pulluleront plus tard. Elle est dans les détails matériels, dans les objets abandonnés, dans les silences que le Mary Celeste a laissés derrière lui. Et c'est en écoutant ces silences, comme un opérateur sonar écoute les vides acoustiques, que l'on commence à comprendre. Quand l'équipage du Dei Gratia monte à bord du Mary Celeste, la scène est irréelle. Le navire est en parfait état. Les voiles sont en bon ordre, hormis la grand voile inférieure déchirée. La coque est intacte, sans voie d'eau. La cargaison est là,
1700 barils, dont un seul vide, probablement pour tester la pompe. Dans la cuisine, un repas est prêt. Du thé encore tiède dans la théière, des œufs durs dans une assiette, du pain frais. Dans le carré, le piano de Sarah est ouvert. Une partition de valse posée dessus. Dans la cabine des Briggs, les vêtements de Sophia sont pliés sur sa couchette, une poupée en chiffon à côté. Le journal de bord, l'ardoise de navigation, le sextant, les cartes, tout est là. Mais il manque l'essentiel, le canot de sauvetage, les chronomètres, les papiers du navire et les 10 personnes. Pas une trace de lutte, pas de sang, pas de désordre. Juste une épée cérémonielle accrochée au mur, avec une tache suspecte qui s'avérera être de la rouille. La pompe de cale est désassemblée, comme si quelqu'un travaillait dessus. Une corde traîne depuis le bastingage, attachée à un espar flottant à la dérive. Morehouse et ses hommes fouillent chaque recoin. Ils appellent « rien ». Le Mary Celeste est un vaisseau fantôme, mais pas au sens romantique. C'est un puzzle parfait, où chaque pièce est à sa place, sauf les humains. La nouvelle de la découverte fait sensation. Le Dei Gracia remorque le Mary Celeste jusqu'à Gibraltar, où une enquête officielle est ouverte par le vice-amirauté britannique. L'avocat général Frederick Solly Flood, un homme rigide et suspicieux, est convaincu d'une mutinerie. Il imagine l'équipage ivre, ayant forcé les barils d'alcool, assassiné les Briggs puis fui dans le canot. Mais les preuves contredisent cette théorie. L'alcool est dénaturé, imbuvable. Les marins sont sobres. Les Briggs sont aimés. Et pourquoi abandonner un navire en bon état? Une autre hypothèse émerge. Une explosion de vapeur d'alcool. Les barils, mal ventilés, auraient pu dégager des gaz inflammables. Une étincelle, une lampe, une allumette auraient provoqué une déflagration sans feu, assez forte pour effrayer l'équipage et les pousser à évacuer précipitamment. La pompe désassemblée, la corde attachée, le canot manquant, tout colle. Mais pourquoi ne pas revenir? Pourquoi couper la corde? Et surtout, où est passé le canot? L'océan est vaste, et un petit esquif avec 10 personnes n'a aucune chance dans une mer agitée. Cette théorie, la plus plausible, est pourtant rejetée par Solly Flood, qui préfère le sensationnel. Le Mary Celeste est finalement rendu à ses propriétaires, mais sa réputation est ternie. Il naviguera encore 13 ans, changeant de main 17 fois, avant de s'échouer délibérément en 1885 pour une fraude à l'assurance. Ce que personne ne réalise à l'époque, c'est que la disparition du Mary Celeste n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'une ère maritime en mutation, où la voile cède la place à la vapeur, où les cargaisons deviennent plus dangereuses, où les normes de sécurité sont inexistantes. Entre 1870 et 1890, des dizaines de navires disparaissent dans des circonstances similaires, souvent avec des cargaisons inflammables. Le Mary Celeste devient un cas d'étude malgré lui. Les assureurs maritimes, terrifiés par les pertes, imposent de nouvelles règles, ventilation obligatoire des cales, pompes de secours, exercices d'évacuation. Les marines nationales, britanniques et américaines, développent des protocoles pour les navires abandonnés. Le canot de sauvetage devient obligatoire, avec des lignes de récupération renforcées. Les journaux de bord doivent être dupliqués. Ces changements, nés de la peur et du mystère, sauvent des milliers de vies dans les décennies suivantes. Mais le vrai legs du Mary Celeste est plus subtil. Il force l'humanité à confronter l'inconnu. Pas l'inconnu fantastique, mais l'inconnu rationnel. Ce moment où tout semble normal et pourtant tout bascule. Ce silence qui suit la dernière entrée du journal. Cette absence qui hurle plus fort que n'importe quel cri. Benjamin Briggs n'était pas un héros de roman. C'était un père qui lisait des histoires à sa fille avant de dormir. Sarah n'était pas une passagère fragile. C'était une femme qui avait choisi la mer par amour. Les marins n'étaient pas des anonymes. Albert Richardson avait une fiancée à Boston. Bose Lorenzen écrivait des lettres à sa mère en danois. Dans leurs dernières heures, ils ont dû prendre une décision terrifiante. Peut-être une explosion, peut-être une voie d'eau, peut-être une illusion, une île fantôme, un mirage. Ils ont chargé le canot, attaché la corde et quitté le navire qu'ils croyaient condamné. La mer les a engloutis. Pas de traces, pas de corps. Juste une poupée oubliée sur une couchette. Des années plus tard, des marins jureront avoir vu des lumières dans le brouillard, entendu des rires d'enfants, des légendes. Mais la vérité est plus poignante. 10 personnes ont disparu en croyant sauver leur vie, et leur sacrifice involontaire a rendu la mer plus sûre pour tous ceux qui ont suivi. Le mystère du Mary Celeste n'a jamais été résolu. Des théories continuent d'émerger. En 2001,
Un historien maritime découvre que les barils étaient mal construits, laissant fuir des vapeurs. En 2010, des simulations informatiques reproduisent une explosion de pression qui aurait pu ouvrir les écoutilles sans endommager la coque. En 2022, une étude acoustique suggère que les vapeurs ont créé une onde de choc si puissante qu'elle a désorienté l'équipage, les poussant à évacuer. Chaque découverte ajoute une pièce au puzzle, mais le centre reste vide. Et c'est peut-être là la leçon. L'océan ne donne pas de réponse complète. Il donne des indices, des silences, des objets abandonnés. Et ceux qui savent écouter, comme les capitaines qui ont suivi, transforment ces silences en progrès. Le Mary Celeste repose aujourd'hui quelque part au fond de l'Atlantique, ou peut-être a-t-il été démantelé il y a longtemps. Mais son fantôme hante encore les cartes marines, rappelant que derrière chaque mystère, il y a des vies humaines, des choix désespérés, et des leçons qui ne doivent jamais être oubliées. 10 âmes perdues ont changé la navigation pour toujours. Et parfois, dans le silence d'une mer calme, on croit encore entendre le piano de Sarah.